Donc la suite du programme appelle l'intervention de moi-même sur sur Avatar le retour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film de James Cameron, Avatar, qui est sorti au début de ce 3e millénaire. Je me suis beaucoup intéressé à ce film-là parce que il se trouve que c'est au niveau du box-office le film qui a battu tous les records d'entrée au cinéma. Il a battu Autant n'emporte le vent, il a battu Indiana Jones, même Harry Potter et Star Wars. Donc il est vraiment placé en haut de l'affiche. Et donc il y a une suite qui est prévue, c'est pour ça que ça s'appelle Avatar le retour. Et donc James Cameron m'a livré le script. Alors je vous le lis, parce que, je risque de spoiler malheureusement. Alors ceux qui ne veulent pas découvrir le script, je vous invite à vous boucher les oreilles. Donc, après la guerre de l'Upnoctanium, qui opposèrent donc Terriens et Na'vi, Jack Sully et Neytiri purent vivre des jours heureux. Neytiri donna naissance à Kakamimi. Cependant, ce dernier fut frappé par une maladie inconnue qui lui donna une couleur de peau différente de celle de son peuple et était vert comme Maître Yoda. Je vous rappelle que les Na'vi sont de couleur bleue. Quelque temps après, l'hérétique se mit à parler une langue étrangère, le fourchelan, comme dans Harry Potter. Un jour, Jack Sully fit tomber une bouteille de vin. Et par terre, au cœur de la flaque de vin, une phrase se dessina. Na'vi Holocauste. C'est le dieu grec Dionysos qui est venu s'adresser ici au héros Jack Sully en prenant sa forme à la forme du vin. Dans la nuit, il fit un rêve surprenant où il vit le psychanalyste suisse Jung sortir de sa tombe. Plus de doute possible. Une armée de psychanalystes zombies s'apprête à exterminer les Na'vi. Le pire, c'est qu'ils sont majoritairement jungiens, et donc très contagieux. Le chaman révèle à Jack Sully que le seul moyen de combattre ces hordes de psychanalystes zombies est de récupérer la bague légendaire de Sigmund Freud. Ainsi commença les nouvelles aventures de Jack Sully. Alors, bien évidemment, c'est un fake. Je vous rassure, James Cameron ne va pas me poursuivre. Alors, en écrivant ça, l'idée de vous présenter ça, c'est surtout de vous introduire une thématique qui m'est chère, sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans, qui est la thématique de l'imagination. L'imagination humaine, c'est vraiment mon propos que je défends, et d'ailleurs qui est le propos aussi que défend Jung. Là où il est très pertinent Jung, c'est quand il s'intéresse justement au processus d'imagination. Le fait, moi ça me passionne, le fait qu'on écrive des récits mythologiques depuis, en tout cas on peut remonter à la Mésopotamie, à l'époque du néolithique, et effectivement on trouve des récits fabuleux. Et là je voulais vous montrer l'exercice assez simple, parce que c'est vrai qu'en psychanalyse on parle beaucoup des rêves, mais moi j'aime bien aussi aborder ce qu'on appelle les rêveries, c'est-à-dire dans la journée, comment on arrive aussi à construire des récits. Vous avez vu ce que j'ai essayé d'écrire, c'est un exercice de créativité, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir dans les rêves. Donc j'ai vraiment pris un bout de papier et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête, et voilà le résultat. Peut-être exploitable au cinéma, sait-on jamais, des psychanalystes zombies, j'en ai jamais vu au cinéma, mais peut-être un credo à prendre. Que vous avez. Donc l'idée c'était surtout par rapport à Avatar, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir un mot sanskrit qui comme ça est plébiscité aujourd'hui dans la pop culture. Avatar en sanskrit, c'est l'idée de descente. C'est l'idée que les dieux descendent sur terre en prenant une forme. Ça peut être la forme d'un être humain, ça peut être la forme d'un animal, ou ça peut être la forme d'un élément de la nature. Donc, chez les hindous, il y a les avatars de Vishnu, mais vous allez retrouver aussi cette idée chez les Grecs. On sait que Zeus, quand il descend sur terre, il prend la forme soit d'un être humain, soit d'un animal, ou soit même d'un élément naturel comme le vent.
Véritablement, ce qui me touche à plus d'un titre par rapport à cette idée de masque, donc effectivement, c'est que l'homme revêt constamment finalement aussi un masque, de la même manière que les dieux. Il revêt une sorte de forme imaginaire de lui-même, dans l'idée qui est introduite chez les dieux grecs, puisqu'on dit que Zeus ne peut pas apparaître tel quel à l'homme, sinon l'homme meurt. Et donc, j'ai toujours eu cette idée que finalement, est-ce que l'homme peut apparaître à lui-même ou aux autres en tant que tel, c'est-à-dire avec toute la complexité psychique. Et j'ai toujours émis cette idée que l'homme qui vraiment révèle toutes les potentialités de sa psyché, eh bien il meurt sur place. Et qu'il est impossible, je dirais, de se montrer tel quel. Pourtant, c'est vrai qu'on a parfois cette illusion de croire qu'on se connaît. Et plus on avance en psychanalyse, et plus on se rend compte que, effectivement, la connaissance de soi, c'est un geste impossible. Donc, cette idée qui est débattue en psychanalyse par rapport à la question du moi, est-ce qu'on peut finalement vraiment définir ce qu'est le moi individuel, j'entends. Si la nature pleine de mon moi profond venait donc à se révéler à ma conscience, je pourrais bien donc m'étouffer sur le champ, tant ce moi exprime aussi l'infinité de particules psychiques qui définissent ce que je suis. Et si nous pouvons accéder à la vérité des masques, comme disait Oscar Wilde, il est peu probable que nous puissions accéder à la vérité du moi profond. Donc, c'est mon côté peut-être un peu mystique de croire qu'il y a quelque chose d'impossible à pouvoir toucher ce moi profond. Peut-être on peut effleurer et faire preuve de sincérité par rapport à un tel effleurement, mais c'est tout un chemin bien difficile. Donc, on en vient bien sûr à se poser la question que certains analysants peuvent me poser. On se dit, mais finalement, est-ce qu'on peut être soi sans porter de masque, cette idée de ne pas porter de masque, parce qu'on veut être soi-même et on en a marre des masques. Cette question, elle revient souvent. Ce qui m'a amené à distinguer le masque social, finalement, et le masque qu'on se choisit individuellement. C'est-à-dire que finalement, très tôt, on va nous imposer des masques, ce qu'on va appeler des conventions sociales. On va tous porter un masque pour aller au travail, au niveau de la famille, on va adopter une attitude et on va l'intégrer de manière inconsciente. Et bien, j'estime que la psychanalyse peut nous mener vers une autonomie qui fait qu'on peut choisir finalement le masque qu'on a envie de choisir, qu'on a en tout cas envie d'exprimer. Il se trouve que dans une séance d'analyse, eh bien, on raconte souvent, bien sûr, son histoire de vie. Et bien souvent, on la raconte sous le signe du même masque. Ceci donne parfois d'ailleurs l'impression de raconter son histoire en boucle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce phénomène-là, cette sensation de dire mais finalement je raconte toujours de la même façon. Jusqu'au jour où, par un miracle hellénique, eh bien je change de masque, tout simplement, et du coup je donne une orientation nouvelle à mon histoire de vie. Donc, voilà, parfois, il suffit juste de changer ce masque. C'est toujours difficile de définir un masque, mais j'aime bien revenir à la civilisation grecque, puisque le panthéon des dieux est assez simple. On a Apollon d'un côté, on a Dionysos de l'autre, pour peut-être pouvoir vous présenter les plus extrêmes entre le dieu de la raison. Donc, effectivement, on peut à peu près voir ce que c'est que le masque apollinien. On peut, par exemple, penser au président de la République, qui effectivement porte un masque apollinien, puisqu'il représente la raison, cette faculté-là. Et il ne porte pas du tout le masque de Dionysos. Au contraire, le masque de Dionysos, on va le voir à travers des figures comme, là récemment, on a assisté à la mort de Jean-Paul Belmondo. Effectivement, Belmondo avait ce côté dionysiaque, ce côté fripon divin, et donc et en même temps, ce n'est pas le seul masque qu'il a porté, puisque, effectivement, étant comédien, on voit très bien, quand on voit sa biographie, qu'il a porté plusieurs masques, à la fois à l'écran, mais aussi dans sa vie privée. Donc,
la manière de vivre mon histoire dépend fortement des différents masques que je porte, ou même que je n'ose pas porter. Parce qu'il y a des masques qu'on garde intimement au fond de soi-même et qu'on ne va pas vouloir porter. Il y a des masques tabous, j'ai envie de dire. On crève d'envie de les porter. Parfois des analysants qui, effectivement, voudraient porter un masque dionysiaque, mais n'osent pas. Parce qu'effectivement, il y a comme effectivement une sorte de répression sociale qui aussi nous interdit d'exprimer certains masques. Il y a des masques qui sont tolérés, des masques qui sont autorisés et des masques qui sont interdits dans la vie sociale. Donc face aux événements, on enfile aussi toutes sortes de masques. Et donc le choix du masque dépend aussi de l'orientation du récit de vie. Alors, par exemple, vous savez qu'en psychanalyse, et dès le début de la psychanalyse, à l'époque de la Société psychologique du mercredi, Freud demandait à ses disciples de se raconter, de raconter aussi leurs propres histoires. Je dis toujours, c'est important aussi de pouvoir parler de soi-même. En psychanalyse, on est quand même là aussi pour parler de soi-même. Donc, sans tomber dans le narcissisme, c'est pas l'idée, c'est juste de parler de soi-même en racontant une histoire. Parce que c'est toujours ça qui est en jeu, c'est raconter une histoire. Et bon, dans mon histoire récente, il se trouve qu'on m'a annoncé en 2019 une cardiomyopathie, donc un problème cardiaque. Sur le moment, effectivement, je me vois déjà à adopter différents masques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont moi j'ai réagi psychiquement et comment, face à l'annonce d'une maladie grave, comment le psychisme il va effectivement se développer. Alors, tout d'abord, il y a le masque du mourant, qui est assez simple, c'est-à-dire tout de suite c'est « Ah ben je suis foutu, voilà, j'ai une cardiomyopathie, donc je suis foutu, il me reste peu de temps à vivre et cette cardiomyopathie aura ma peau. » Vous voyez, je mets ce masque du mourant, là je suis foutu, et donc vous voyez l'orientation que je vais donner à cet événement. Forcément, l'issue va être tragique. Il y a le masque du Calimero, par exemple. Il est plus doux, il est moins dramatique. Mais, donc, c'est trop pas juste, dirait Calimero. C'est trop pas juste ce qui m'arrive, ça tombe toujours sur moi. Les autres, ils n'ont jamais rien. Et moi, personne ne m'aime. Même cette cardiomyopathie ne m'aime pas. Vous voyez, une autre orientation qu'on va donner aussi à l'événement. Et enfin, le masque que je préfère dans mon histoire de vie, c'est le masque du guerrier. Bon, cette cardiomyopathie, c'est de la gnognotte. J'en bouffe 10 au petit déjeuner. Moi, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Irak, j'ai même fait l'AstraZeneca. Alors, c'est pas cette cardiomyopathie qui va me faire chier. Ça, c'est le masque du guerrier. Oui, j'aime beaucoup. Parce que là, pour le coup, l'histoire lui donne aussi une orientation différente, l'issue forcément différente. Donc, la manière dont je vais porter ce masque va orienter bien sûr mon récit de vie et ça va avoir bien sûr un impact considérable sur le processus de guérison. Donc la psychanalyse, elle met ça en avant. Et dès le départ, quand Freud effectivement explique le complexe d'Oedipe, puisque effectivement le complexe d'Oedipe, c'est d'abord un récit légendaire qui est l'histoire d'Oedipe. Oedipe roi de Sophocle notamment. Je rappelle que Freud est un grand lecteur de mythes. Il adore Shakespeare, il adore Goethe, aussi, il lit la Bible, il est féru d'histoire, de récits. Jung, j'en parle même pas, c'est pareil, puisque en plus Jung, il se met aussi à raconter des histoires, comme le fameux livre rouge, il raconte carrément une mythologie sur 600 pages, avec des mosaïques, des fresques, des peintures. Donc, vous voyez, cet imaginaire dont je parle souvent dans mes bouquins, cette capacité à se raconter, Paul Ricoeur parle d'identité narrative, se raconter soi-même. Ce super pouvoir finalement, si on aime les super-héros, c'est aussi parce que ça raconte des histoires. Et des histoires qui sont porteuses d'un sens, porteuses d'une espérance, porteuses d'un avenir, etc., porteuses de plein de choses. Donc, c'est cette vérité des masques qui me semble vraiment fascinante. Alors, il y a cette idée, on pourra en parler peut-être ensuite, c'est l'idée
est-ce que l'homme sans masque existe? Je me suis posé la question, je me suis demandé si psychotique c'était un homme sans masque, sans filtre. En fin de compte, non, parce que j'ai vu des psychotiques se prendre pour Napoléon et revêtir le masque de Napoléon. Donc, au contraire, ils sont peut-être fixés à un masque, peut-être une fixation excessive à un masque. De ce que j'observe, c'est notre capacité quand même à changer de masque. Et j'ai dit heureusement. Heureusement, je pense. Je pense que moins on change de masque et plus ça va mal. Donc, j'avais aussi cette idée donc, de différencier ce que j'appelle un masque authentique et un masque inauthentique. Alors, je reprends un peu une terminologie heideggerienne, j'aime beaucoup Heidegger, j'aime beaucoup lu Heidegger par rapport à ce qu'il appelle une existence authentique, une existence inauthentique. Donc cette authenticité, pour Heidegger, c'est justement notre capacité à affronter la mort et le temps. Donc les choses qui sont de l'ordre du principe de réalité, c'est effectivement ce qu'il y a de plus vertigineux dans une existence humaine, puisque c'est des choses qui sont difficiles à expliquer, des choses qui sont angoissantes. Et Heidegger parle d'authenticité en disant que finalement, une vie authentique, c'est quand on intègre l'idée de finitude. C'est une idée qu'on va retrouver d'ailleurs dans les philosophies orientales, hein, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, l'idée d'intégrer la mort dans la vie. L'existence inauthentique chez Heidegger, c'est le fait de rejeter l'idée de finitude, l'idée de mort, l'idée de temps, l'idée d'angoisse du temps, et finalement de rentrer dans ce que Heidegger appelle un bavardage, une sorte d'illusion. C'est un peu le voile de Maya qu'on trouve en Orient. Le fait qu'on se perd d'illusions, qu'on ne veut pas avoir, qu'on va mourir et que ça finit. Et d'ailleurs, j'aime bien citer cette phrase de Freud qui dit « Finalement, nul ne veut croire à sa propre finitude. » On ne peut pas y croire là-dessus. Et donc, je parle de masques authentiques pour effectivement se dire qu'il y a certains masques qui portent, qui intègrent cette idée de finitude. Notamment, je pense à ce masque, par exemple, le masque de l'initié. Le masque de l'initié ou le masque du chevalier. Cette idée que, effectivement, dans certains cheminements chevaleresques, par exemple, hein, on va intégrer cette idée de mort afin effectivement d'accéder à une existence autre. Et le masque inauthentique, eh bien, ça me fait plus penser au mot fake qu'on utilise beaucoup dans notre civilisation numérique, hein, l'idée de masques qui sont plus de l'ordre des faux semblants. Hein, je pense au masque du technocrate, par exemple, hein, qui vit dans sa bulle et qui refuse, bien sûr, tout ce qui est en dehors de cette bulle et qui se croit immortel, invincible. Donc, voilà, j'avais cette idée un petit peu de discuter avec vous de ces différents types de masques. Donc, pareillement, les masques, finalement, qu'on porte sont souvent aussi motivés par nos pulsions inconscientes, ainsi que ce que j'appelle les intimations objectives du milieu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des contraintes qui viennent de l'extérieur qui vont nous obliger à adopter tel ou tel masque. En l'occurrence, effectivement, quand on rentre à l'école, eh bien, on nous force à prendre le masque de l'écolier. Ce masque, donc cet écolier qui est obéissant, docile et qui, effectivement, est obéissant au maître, à l'instituteur, qui rentre dans le moule. Il y a une façon aussi de définir, en tout cas la société se charge de définir des masques sociaux. Mais pour autant, derrière, il y a une relation bien évidemment avec des pulsions inconscientes. Puisque ce que va nous révéler Jung, c'est que chaque masque est relié finalement à une sorte d'archétype, à une image primordiale. C'est pour ça que je fais toujours le lien entre le masque et l'imagination humaine. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand il est question de masque, il est bien évidemment question du pouvoir de l'imagination humaine. Donc prendre conscience des masques qu'on porte et surtout pouvoir esquiver aussi l'effet de possession que certains masques ont sur nous. Parce qu'on peut finalement être possédé par un masque. On se sent possédé, comme on peut être possédé par un démon. Et tout d'un coup,
Je te vise pas. Hein. Il me regarde dans les yeux. Je regarde le moine trappiste que tu as été autrefois. Oui. Donc il y a cette idée ouais, qu'on peut tout simplement être possédé et on l'observe justement dans ce qui est aussi le sujet de mon intervention aujourd'hui, ce qui est l'avatar, donc l'usage du masque numérique. C'est-à-dire, vous avez vu que nos jeunes, dans la jeune génération, eh bien, il existe sur Internet des jeux vidéo où on rentre dans des réalités virtuelles et où on peut revêtir donc une sorte d'avatar. De ça d'ailleurs que s'inspire James Cameron dans son film. Hein, c'est l'idée de pouvoir créer un personnage virtuel, bien évidemment, par rapport à ses propres pulsions psychiques. Donc cette idée-là, qui est fascinante. Donc, sur Internet, vous avez pu remarquer qu'effectivement, il y a toutes sortes d'expériences vidéoludiques, toutes sortes d'univers imaginaires, auxquels moi j'ai pu expérimenter certains jeux, dont World of Warcraft, qui est un univers d'heroic fantasy. Donc on a des orques, on a des chevaliers, donc on est dans une époque proche du Moyen-Âge. Hein. Il y a toutes sortes de créatures légendaires, hein, donc on est plutôt dans une mythologie médiévale, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Et donc l'idée, c'est de créer un personnage virtuel qui va évoluer à travers tout un ensemble d'aventures et de missions à accomplir, jusqu'à perfectionner en fait ce personnage virtuel et à augmenter en fait ses qualités humaines et psychiques. On peut augmenter ses capacités magiques, on peut augmenter certaines capacités, sa capacité à voler, sa capacité à négocier avec des marchands, etc. Donc, il y a tout un ensemble de qualités humaines qui vont être retranscrites dans cette réalité virtuelle. Donc ce jeu en ligne offre l'exemple d'une réalité virtuelle qui permet à tout à chacun de se projeter dans un monde en puissance autre qui reproduit le plus exactement possible le monde réel ou construit un univers qui est fantastique et complètement fictif. De plus, ce qu'on appelle donc le joueur en ligne a la particularité donc d'être confronté non seulement à sa propre immersion dans une réalité virtuelle, mais aussi à celle d'autrui. C'est-à-dire qu'on entre, attention, il y a un panneau qui tombe sur la tête de Jean-Luc, tout va bien. Jean-Luc est sauf. Donc, il y a cette relation à l'autre qui est intéressante puisqu'elle se fait uniquement à travers les avatars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact réel entre les deux joueurs. Donc c'est uniquement par les avatars qu'on va se rencontrer. Souvent on a cette vision de croire que le joueur va être complètement enfermé dans cette réalité virtuelle et qu'il y a une absence totale du réel. Sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, le virtuel va aussi rencontrer le réel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui finissent par se rencontrer dans la vie réelle. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a eu des mariages entre les personnages virtuels qui, finalement, des mariages qui ont abouti à des mariages réels. Voilà ce genre de phénomène. Comme je dis souvent en tant que psychanalyste ou en tant que sociologue, notre objectif, c'est pas de juger, c'est pas de dire si c'est bien, si c'est mal, c'est juste d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est surtout ça l'idée, hein, c'est surtout ça qui est passionnant quand on est analyste, c'est d'analyser et d'analyser les comportements et les attitudes et de comprendre la mécanique et surtout pas de rentrer dans le jugement. Donc la présence d'autrui y apparaît ici sous un jour nouveau puisqu'elle n'est plus simplement présence physique, corps, voix, odeur habituelle et familier, mais qu'elle est devenue, donc cette présence est devenue un avatar, hein, complètement un avatar. On comprend dès lors que se dessine une nouvelle forme de socialisation, hein. C'est ce qu'on appelle grosso modo la cybersocialité. L'avatar devient cet hôte virtuel sur lequel se cache la présence d'autrui et sur lequel je dois désormais compter pour construire aussi mon rapport social. Donc le phénomène d'immersion laisse paraître une articulation donc, entre le réel et le virtuel.
le sujet peut ainsi se détacher de ce monde habituel, de son environnement social, que ce soit la famille, le travail, l'école, pour intégrer une nouvelle présence au monde. Se rencontrent généralement trois types de réalité virtuelle. On a la reproduction réaliste de l'environnement social. On va avoir vraiment quelque chose qui est complètement calqué sur ce qu'on voit autour de nous. Ou soit on peut assister à une réalité virtuelle qui est finalement un développement d'univers imaginaire fantastique, comme je viens de vous l'expliquer avec Warcraft, puisque c'est un univers qui n'existe pas, qui n'a jamais existé sur Terre. On n'a jamais rencontré jusqu'à présent de dragons, d'orques, de gobelins. Donc ça, effectivement, ce sont des univers complètement fantastiques. Et aussi également la réalité virtuelle comme partage d'univers animés collectivement sur Internet. Donc grâce à un réalisme de plus en plus performant, le principe d'immersion est total. Le joueur parvient à éprouver la sensation quasi réelle de marcher dans l'image, de vivre pleinement l'univers imaginaire. Donc par rapport, parce que comprenez bien qu'à travers une réalité virtuelle, on va retrouver exactement la même chose que ce que pouvaient vivre par exemple les Grecs anciens à travers certains rituels initiatiques où on devait incarner tel héros mythologique. Je pense par exemple à Orphée. On devait effectivement imiter les gestes héroïques d'Orphée. Donc on faisait ce qu'on appelait un jeu de rôle. Donc les rituels anciens sont des sortes de jeux de rôle où effectivement on rentre dans un monde imaginaire. Ensuite, la littérature qui vient à partir d'Homère, par exemple, eh bien c'est la même chose. C'est en lisant un récit mythologique que je rentre dans ce monde imaginaire. Quand vous lisez effectivement des romans, vous avez tous cette expérience de rentrer dans les personnages et de vivre finalement les aventures du personnage. Au cinéma, je n'en parle même pas, le principe d'immersion il est encore plus avancé, puisque là, effectivement, on rentre dans les personnages, on rentre dans l'image. Effectivement, avec les jeux vidéo, bien c'est pareil, en fait, l'immersion, elle est encore plus accentuée. Donc c'est toujours le même principe, de rentrer dans un monde imaginaire et de devenir finalement le héros qui est à l'écran. Donc s'aventurer dans une jungle hostile ou dans un temple de la Grèce antique, combattre aux côtés du roi Arthur, incarner Luke Skywalker affrontant Dark Vador, tout cela finalement devient de plus en plus possible virtuellement. Et cette illusion que j'appelle une illusion positive, que procure par identification les images, la pratique vidéoludique offre désormais donc les moyens de la ressentir et de la vivre pleinement. Donc un univers comme Warcraft présente tout un ensemble aussi d'éléments symboliques et mythiques. Donc on va retrouver, quand on analyse ce type d'univers, on va retrouver effectivement beaucoup d'éléments empruntés aux anciennes mythologies. On va retrouver de la mythologie chinoise, de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque, de la mythologie qui, on trouve aussi chez les Incas, chez les Scandinaves. Donc, quand on s'intéresse aux mythologies, on se rend compte qu'il n'y a pas un territoire dans le monde qui a échappé à ce processus de mythologisation de notre vie. Je vous passe cette idée de rapport au sacré et au religieux, parce que ça peut être intéressant, parce que moi, j'accorde un certain lien entre ce qu'on a pu connaître de la vie polythéiste chez les Romains, chez les Grecs, et j'y vois vraiment un lien avec aujourd'hui notre manière d'explorer ces univers imaginaires, que ce soit sous la forme d'un jeu vidéo ou d'un film. Donc, comprenez bien que les jeux en ligne vont offrir toutes sortes de possibilités, et on n'a pas encore fini d'explorer les possibilités de ces jeux vidéo. Je sais qu'aux États-Unis, on a des laboratoires de recherche qui utilisent justement les jeux vidéo afin de pouvoir résoudre des équations, afin de pouvoir trouver des vaccins, trouver des solutions à des problèmes scientifiques. Donc on utilise ce modèle d'exploration de la psyché humaine et de la pensée pour effectivement inciter les jeunes chercheurs à développer leur capacité intellectuelle et à pouvoir imaginer des modèles de résolution au niveau de la science. Donc ne croyez pas que le jeu vidéo se résume à un pur divertissement, puisqu'on a tout ce qu'on appelle aussi les serious games. Donc on a un panel qui est très large, et encore demain on verra aussi comment peut-être, et aux États-Unis aussi pareillement, on a des expériences qui montrent qu'on peut aussi utiliser certains mondes virtuels comme expérience religieuse. Ça m'a beaucoup interpellé. Donc,
je passe sur ce volet-là parce que bon, je pense que le temps passe. On n'aura pas le temps de tout aborder puisque le sujet, ça reste aussi avant tout le port du masque. Donc ce type de masque hein, qui est l'avatar. Donc l'identification, si vous voulez, à son avatar permet tout simplement d'idéaliser son moi dans des perspectives qui ne se retrouvent pas toujours dans la vie sociale. Puisque ce qui va être intéressant dans un jeu en ligne, c'est que finalement, il y a moins d'interdictions sociales. Donc il y a vraiment plus de possibilités d'exprimer certaines pulsions. Je prends un jeu comme GTA Grand Theft Auto, où on va pouvoir effectivement assouvir par exemple ses pulsions de mort. On va pouvoir, effectivement, vous avez déjà vu, peut-être été choqué par certains jeunes jouer à ce jeu-là, puisque c'est un jeu où on peut tuer donc des avatars, on peut tuer effectivement d'autres personnages dans ce type de jeu. Donc on peut prendre une Kalachnikov et s'amuser à tuer des personnes dans la rue. Donc encore une fois, nous en tant qu'analystes, moi je conseille toujours de voir ça comme une sorte de catharsis. C'est-à-dire que les jeunes que j'ai côtoyés, moi-même j'ai joué pendant des heures, pendant des nuits entières ce type de jeu, j'ai jamais tué personne dans la vie réelle, je vous rassure. J'ai jamais commis de meurtre, j'ai jamais... Et tout ça, effectivement... En tout cas, écoutez, hein, vous essayez de me coincer, hein, vous voulez des aveux. Hein. Ils sont plus là pour préparer. C'est ça. Dans le corps, pas. Donc le jeu en ligne hein, offre donc aux joueurs donc, la possibilité aussi de gagner la reconnaissance des autres joueurs. Et lorsque par exemple il aide son clan à remporter une mission, donc il y a un retour aussi entre joueurs. Donc, il y a des félicitations, il y a vraiment toute une communauté qui va se créer. Et parfois effectivement ça laisse, il y a une parole qui s'exprime, une parole qui parfois effectivement ne peut pas s'exprimer dans la vie réelle. Donc j'ai assisté à ça, à des jeunes effectivement se mettre à parler et à raconter des choses comme si on était finalement dans un cabinet de psychanalystes. Et donc c'était intéressant de voir effectivement des jeunes exprimer parfois des difficultés avec les parents et parler de ça justement au sein du jeu en ligne. Donc j'ai pu observer ce type aussi d'échange très intéressant parce qu'il n'y a pas que des pulsions agressives hein, qui sont mises en scène. Hein, il y a aussi finalement des confessions, beaucoup de confessions sur Internet. Donc c'est aussi intéressant d'observer ce phénomène-là, puisqu'on sait aussi par expérience la difficulté qu'on peut avoir à se confesser, c'est-à-dire à exprimer ses mots, par exemple dans la sphère familiale ou encore dans la sphère professionnelle. On sait d'ailleurs que indirectement, il y a cette règle sociale inconsciente qui dit que c'est pas conseillé de raconter ses problèmes à son supérieur ou à son collègue. Généralement, il y a toujours des interdits qui baignent au-dessus de nous. Donc l'avatar peut aussi en outre évoluer, subir donc des épreuves qui le transcendent psychologiquement. Et avec l'expérience, mon avatar peut donc acquérir une force psychologique de plus en plus conséquente. Du coup, c'est aussi le moi qui, à travers l'avatar, bénéficie de ces transformations. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire plus l'avatar accomplit des choses difficiles, et plus ça va inspirer le joueur, et donc le moi individuel du joueur va bénéficier des réussites de l'avatar. Donc il y a véritablement une sorte de relation qui va se jouer entre le personnage virtuel et le joueur en ligne. Donc l'idée que, par exemple, certains jeunes analysants me racontaient la manière dont ils pouvaient justement utiliser leur avatar afin de mieux pouvoir supporter tout le conflit familial. L'idée que finalement l'avatar venait jouer un rôle, je dirais, de soutien dans la cellule familiale. Et du coup, c'est pour ça que je dis souvent aux futurs analystes d'être très à l'écoute quand un jeune raconte justement la relation qu'il peut avoir avec un personnage imaginaire. Parce que ça a des conséquences, forcément, dans les relations, dans la vie réelle. Ça a forcément des conséquences. Parce que le personnage virtuel, dites-vous que
c'est aussi un éducateur pour l'enfant, ou pour le jeune joueur en ligne. Souvent, et c'est vrai que la psychanalyse, et pour beaucoup, on a un petit peu mythologisé l'éducation parentale et l'éducation scolaire. Croire que ces deux types d'éducation étaient dominantes, que l'éducation parentale, c'est ce qui détermine le devenir psychologique de l'enfant. En réalité, je crois que ça représente à peu près 10 à 15% du devenir de l'enfant. Le reste, eh bien, on le néglige. Le reste, on néglige par exemple le rôle de la nature, le rôle de l'environnement, qui est très conséquent. Le rôle des copains, parce que s'il y a bien un rôle important dans le développement éducatif, c'est le rôle des camarades, et indirectement le rôle des parents des camarades. Du coup, il y a toujours une interaction entre les différentes éducations parentales qui vont interférer sur l'éducation de l'enfant. Donc il n'y a pas que moi en tant que parent, l'éducation que je donne. Si on réduit le parent à ce rôle-là, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est très restrictif. Donc voici aussi l'évolution qu'on a aujourd'hui au niveau de la psychanalyse. Là, effectivement, depuis l'époque de Freud et l'époque de Mélanie Klein, on a une vision qui est vraiment intéressante sur l'éducation et qui est beaucoup plus élargie. C'est juste une petite parenthèse. Donc la pratique vidéoludique favorise la progression et la victoire finalement du joueur, d'autant que l'ordinateur est devenu cet adversaire idéal qui sait s'effacer pour permettre le joueur en valeur. Parce que ce qui est intéressant chez l'ordinateur, ce qui peut être plaisant, c'est que l'ordinateur, généralement, il est moins névrosé que le joueur, puisqu'il se contente de répéter un algorithme, d'être skillé. Donc, il n'y a pas, effectivement, je dirais, dans l'ordinateur, vous n'allez pas être confronté à une névrose. Généralement, la machine, elle ne répond pas de cette névrose, donc ce qui peut être reposant, quelque part, quand on est confronté donc, à des personnages fabriqués de toutes pièces par l'ordinateur. Donc victoire et bien sûr reconnaissance sont à la portée du coup de tous les joueurs. C'est ça aussi qui est intéressant. La reconnaissance qu'on ne va pas me donner au sein de la cellule familiale et au sein de l'école, la reconnaissance que je n'ai pas, et bien là je vais pouvoir peut-être la retrouver. Et ça c'est intéressant. Ça pour moi ça n'a pas de prix. Et là-dessus, il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est important. La reconnaissance que les jeunes arrivent à acquérir. Donc, encore une fois, il ne revient pas aux psychanalystes ou aux sociologues de porter un jugement moral sur ces nouvelles socialisations. Notre rôle se limite à dessiner les contours de ces phénomènes et à comprendre les mécanismes. Rappelons néanmoins donc, que le jeu en ligne offre à des individus géographiquement et culturellement éloignés l'opportunité de se relier, de se rencontrer. Ça aussi c'est intéressant parce qu'on a des jeunes français qui peuvent discuter avec des jeunes japonais, des jeunes coréens, des jeunes brésiliens. Et ça, c'est quand même assez intéressant comme expérience. C'est vraiment des expériences assez nouvelles. C'est quand même le bon côté, je dirais, de la mondialisation. Donc dans Warcraft, c'est précisément aussi la quête initiatique, la quête chevaleresque, qui est l'objet autour duquel se relient les joueurs. Donc il y a tout un imaginaire autour du masque du chevalier. Ainsi, des clans se constituent ici et là, dont l'objectif principal réside dans la progression de l'aventure, se créent aussi ce qu'on appelle des guildes. C'est des communautés dans la communauté, des petites communautés, des petits clans, des regroupements de joueurs selon leur niveau d'expérience et leur appétence. Donc les guildes sont de véritables confréries qui réunissent des joueurs expérimentés et permettent aux débutants aussi de bénéficier de leur aide. Donc il y a aussi une forme de solidarité qui va se créer dans ces univers virtuels pour permettre donc aux débutants de pouvoir progresser dans l'univers. Donc il y a tout un ensemble de formes de solidarité qui se créent. Donc un tel groupe social implique évidemment tout un ensemble de codes et de devoirs, comme dans les confréries chevaleresques, que nul membre ne saurait transgresser sous peine d'expulsion et d'exil. Donc l'assiduité aussi fait partie intégrante des devoirs que sous-entend l'appartenance à une guilde, d'où le conflit qui s'instaure graduellement entre vie familiale et vie en ligne. Car effectivement, là, on va rentrer dans ce que vous avez pu entendre par rapport
ce qu'on appelle les addictions aux écrans, eh bien effectivement il y a ce souci. C'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est-à-dire pourquoi l'enfant ou le joueur est addict, tout simplement parce qu'il est en relation avec d'autres personnes dans la réalité virtuelle. Et que ces relations-là, eh bien, parfois, elles sont très fortes, très intenses. Et on n'a pas envie de les quitter. Donc se crée effectivement un conflit entre ce qui se passe dans la réalité virtuelle au niveau de la rencontre avec l'autre et ce qui se passe dans la vie familiale. Et parfois, l'enfant, le jeune, se dit, je ne me sens pas aimé chez moi, alors que là, dans cette réalité virtuelle, je me sens aimé. Alors pourquoi retourner dans la vie réelle? Se pose cette question-là. Pourquoi retourner auprès de gens qui finalement ne me donnent pas cet amour? Donc c'est toute la difficulté aussi que vont rencontrer ces jeunes, parce que bien évidemment, c'est difficile de le verbaliser. C'est difficile de prendre conscience de ce qui se passe, parce que les gens en ligne ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe au niveau de l'amour, parce qu'il y a de l'amour dans ces relations virtuelles. Il y a beaucoup d'amour, chose qu'on ne dit pas assez. Il y a un phénomène d'amour de transfert, bien évidemment. Il y a d'amour de transfert là-dedans. Donc la sagesse populaire évoque volontiers l'absence de vie dans ce type de socialisation en ligne. J'ai beaucoup entendu de collègues me dire qu'il n'y a pas de vie sociale, il n'y a rien. On emploie le terme no life. Les anglo-saxons emploient le terme no life, il n'y a pas de vie là-dedans. Et pourtant, comme je vous le dis, et pourtant le jeu en ligne renforce, consolide des relations sociales déjà existantes dans la vie courante, et car il est l'occasion de participer ensemble à une aventure commune, pleine de magie et d'épreuves. Et tout ce que comprend cette aventure, les difficultés rencontrées et surmontées, les actions héroïques, les victoires et les défaites, toutes sont ensuite partagées autour de discussions passionnées sur Internet souvent, et qui viennent réenchanter la vie sociale. Donc nous voilà amenés à constater que tout un imaginaire ici incite moins à rêver sa vie qu'à vivre ses rêves. La critique philosophique de l'imaginaire a toujours cherché à montrer comment ce dernier coupait l'individu du réel. Ça, on en parle beaucoup. Moi, je cherche à montrer qu'il ne faut pas réduire l'expérience virtuelle au fait que les joueurs sont coupés des relations sociales. Non, il ne faut pas en arriver à ça. Je pense qu'il faut avoir un autre regard, un regard beaucoup plus complexe. Il s'agit, en ce qui me concerne, de dépasser cela et de démontrer au contraire les nombreuses interactions entre imaginaire et réel. Depuis Platon, la tradition philosophique n'a cessé de s'acharner sur l'imaginaire. Ça a été aussi beaucoup mon travail de montrer que la dichotomie qu'on fait entre l'imaginaire et la raison, entre l'imaginaire, l'irréel et le réel, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de l'époque de Platon. Puis on va retrouver ça aussi à l'époque de l'Église catholique. Je pense au fameux concile de Nicée en 787 dont parle Jung, parce qu'à l'époque, la vie sociale a été déterminée aussi par les querelles entre les théologiens, surtout sur le territoire français. Et en 787, il y a une grande discussion entre l'Église de Byzance et le Vatican sur le rôle de l'image, parce que le fidèle chrétien à l'époque, on pouvait fantasmer sur les représentations de Jésus, on pouvait coucher avec Jésus de manière virtuelle, on s'imaginait des choses, et tout d'un coup, l'Église a voulu légiférer là-dessus. On a créé, et l'Église de Byzance est pour beaucoup, on a créé un phénomène d'iconoclasme, interdiction de fantasmer sur les images religieuses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les albums photos, les images disponibles, on les avait dans les églises. En France, on le parle. Et donc la seule manière de fantasmer, de rêvasser, c'était de mater les images du Christ, les images bibliques, et effectivement on a eu des hérétiques comme les cathares qui ont fantasmé des choses et qui ont fait aller leur imaginaire. Et je ne te ferai pas parler de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, les apparitions maritales. Je crois que tu as fait un bouquin là-dessus, non? Oui. Donc là aussi c'est fascinant la manière dont les chrétiens autrefois effectivement entraient en immersion dans un univers virtuel. Mais on utilisait effectivement d'autres méthodologies. Et puis effectivement, ça a été interdit par l'Église, ça a engendré notamment l'Inquisition. Le fait qu'effectivement, il est interdit
de venir fantasmer sur les images, il faut respecter le dogme. Donc il y a tout un processus d'iconoclasme qui s'est poursuivi, qui a été relayé par Descartes. Descartes qui nous dit que l'imagination, elle est maîtresse d'erreurs et de fausseté, c'est la folle du logis. Hein. Donc il faut se méfier de l'imagination parce que effectivement ça nous mène vers une impasse. Et il faut utiliser la raison. Donc c'est vrai que ces derniers siècles, on a beaucoup insisté sur la raison, la reine des facultés, toute la philosophie des Lumières, et on a basé notre civilisation occidentale sur cette philosophie-là. Et c'est vrai que moi et puis d'autres sociologues comme Michel Maffesoli qui viendra ce soir, effectivement, on a amené finalement une critique de la philosophie des Lumières. L'idée, c'est pas de la mettre au rebut, mais plutôt de dire que finalement, pourquoi pas réhabiliter une philosophie de l'imaginaire à cette philosophie de la raison. On ne pourra pas effectivement pouvoir faire travailler les deux. Donc voilà, j'ai trop parlé, comme d'habitude. Comme d'habitude.